Au début des années 50, je repensais souvent à Apollonie, la ville antique que j'ai contribué à relever en Albanie durant l'entre-deux-guerres et où il m'était interdit de retourner. Je me demandais ce qu'il advenait d'un tel site et si un jour des générations nouvelles pourraient y reprendre ma tâche et se souvenir de moi, Léon Ray, l'archéologue français qui y a consacré près de 20 ans de sa vie. En général, les Albanais ont gardé la mémoire de Léon Ray. Il était aimé parce que c'était un homme qu'on devait aimer, qui était d'un physique agréable, d'une grande distinction et surtout qui était extrêmement bon. Et tous les Albanais avaient une véritable ferveur pour lui. Mon attachement pour la région des Balkans remonte au temps du front d'Orient de la Grande Guerre, lorsque les armées du général Saraï parvinrent à libérer Monastir de l'occupation des forces autrichiennes et bulgares. L'ennemi persistant à bombarder la ville depuis les montagnes environnantes. Monastir, ce fut le Verdun du front d'Orient. Une position à tenir absolument pour protéger Salonique dans le froid, la boue, la mort omniprésente. C'est la détresse ressentie lorsque mon frère Jean-Gabriel eut été tué à Verdun justement, qui m'avait décidé à demeurer auprès de l'armée d'Orient. Le général Saraï était un officier d'élite, républicain au caractère d'acier. Je lui vouais une confiance et une admiration absolue. Saraï donnait une dimension culturelle à notre engagement. J'étais un jeune diplômé de l'école des Chartes et il voulait constituer une équipe d'archéologues pour mettre à jour les nombreux vestiges antiques de Macédoine, abandonnés depuis des siècles. Saraï bénéficiait d'un appui de taille à Paris. Le sous-secrétaire à la guerre, Justin Godard, lyonnais affable et cultivé, tirant sur toutes les ficelles du parlementarisme. Godard s'était toujours intéressé aux Balkans et il soutenait le combat culturel de Saraï autant que son action militaire. La visite de Godard sur le front d'Orient eut un grand retentissement. Les deux hommes visitèrent longuement l'un des chantiers dont j'avais la charge et à l'issue de sa visite, Godard me prodigua félicitations et encouragements. Saraï me confia alors un avion pour que je puisse faire des relevés topographiques qui permettraient de situer d'autres chantiers de fouilles. C'était une mission exaltante mais dangereuse. Nous étions très près du front et l'aviation bulgare était redoutable. Mais je parvins à localiser entre la Macédoine et l'Albanie plusieurs de ces reliefs qui signalent la présence de cités ensevelies. À la fin de la guerre, j'eus la grande joie de pouvoir présenter aux sociétés savantes le fruit de mes recherches, d'exquises statuettes de la période où la Macédoine s'était rendue maîtresse de la Grèce, ainsi qu'un casque de toute beauté dont des journalistes enthousiastes proclamèrent sans trop vérifier qu'il était certainement celui d'Alexandre le Grand. L'intérêt de Godard pour les Balkans n'avait pas faibli. Il portait particulièrement son attention sur l'Albanie et sur la nécessité de déployer l'influence française sur ce nouvel État que convoitaient tous ses voisins. C'est ainsi qu'il obtint de signer une convention avec l'homme fort d'un pays encore en plein désordre, le ministre Ahmed Zogou, pour définir plusieurs zones où la mission archéologique française pourrait travailler. Et c'est à moi qu'il confia un tel chantier. Je commençai par Durrës, la porte d'entrée maritime de l'Albanie, qui avait connu un grand éclat durant toute l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à l'effondrement de l'Empire byzantin. Hélas, la ville avait beaucoup souffert d'un flux permanent d'invasions, détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Durrës était très difficile à fouiller. Les monuments antiques avaient servi de carrière et les vestiges étaient enfouis profondément sous les habitations d'une population peu portée sur l'archéologie. Les fusils partaient tout seuls quand on commençait à creuser. La ville antique avait cependant fait l'objet d'une première série de relevés par le savant Léon Euzé, dépêché en Albanie par Napoléon III, et par le professeur Gilliéron,
archéologue suisse de l'école d'Athènes, ainsi que par plusieurs chercheurs autrichiens à l'époque où l'Albanie était l'un des champs de bataille de la Grande Guerre. J'y eus recours pour dresser un relevé encore plus complet, qui me permit de retrouver de nouveaux vestiges. Mais la situation générale du pays était encore trop chaotique, et je décidai de trouver un chantier vierge de construction à l'abri des conflits armés. Les reliques de Durrës permettent de relire tout un chapitre de l'histoire antique. Entre la fondation de la cité par des colons grecs, 7 siècles avant Jésus-Christ, les conquêtes effectuées par les Illyriens, que les Albanais considèrent en général comme leurs ancêtres, l'arrivée des Romains, dont la paix armée mit tout le monde à peu près d'accord. Une très longue aventure qui s'explique par la situation géographique de Durrës sur la mer Adriatique et par la prospérité que la cité en retira. Depuis les empereurs romains jusqu'aux dieux de la mythologie, les sépultures des familles jusqu'aux bas-reliefs de la vie quotidienne, les portraits de patriciens et celles d'éphèbes des marchés aux esclaves, avec les bijoux, les vases, les amphores, c'est toute la mémoire de la Méditerranée qui a fini par ressurgir. Tuméfiée, mais encore vivante, tellement vivante. L'Albanie connaissait alors encore un accès de fièvre, avec le combat auquel se livraient l'évêque Fan Noli et Ahmed Zogou, qui finit par l'emporter. Le pays était à la remorque du reste de l'Europe. Un peuple pauvre et isolé, avec un code d'honneur implacable, suscitant luttes de clans et vendettas interminables, riche d'une culture très ancienne, mais qui le laissait encore plus démuni devant les défis du monde moderne. Je partageais la fascination de quelques illustres devanciers. Lord Byron, dont le terrible Ali Pacha aurait bien aimé orner son harem. Léon Eusé, qui en rapporta des relations contrastées. Edith Durham, l'une de ces intrépides anglaises qui ne se sentent jamais aussi bien qu'au milieu de rudes moustachus. L'Albanie abrite des monastères orthodoxes vénérés depuis des temps très anciens. Je me suis arrêté à plusieurs reprises à celui d'Ardenica pour y rechercher dans la bibliothèque des écrits relatifs à cette ville d'Apollonie qui m'intéressait, et y interroger aussi mon ami l'ancien évêque de Berat, que des controverses théologiques avaient contraint de se retirer dans cet ermitage. Hélas, la bibliothèque ne m'avait pas procuré d'autres renseignements que ceux que j'avais obtenus durant mes études à l'école des Chartes. Cependant, la tranquillité et l'isolement du monastère convenaient à mes méditations sur l'histoire de la cité que j'entendais découvrir. Quant à la beauté des icônes des écoles albanaises, elle me réconfortait après l'insuccès de mes recherches, tout en me confirmant que j'aurais besoin d'une autre vie pour bien connaître un patrimoine aussi extraordinaire. Au cours de mes visites, mon ami l'évêque m'avait montré un incunable attribué à Pausanias, où le voyageur grec évoquait Apollonie. Une autre fois, ce fut un texte du moine Cyprianos, qui relatait brièvement la malédiction de la Pythie de Delphes qui aurait causé la ruine de la cité. Mais le récit annonçait d'autres pages qui avaient disparu. Je devrais donc me contenter de ce que j'avais déjà retiré, des lectures de Strabon, Hérodote, Thucydide, Cicéron et Tite-Live, et de ce que me livreraient les vestiges de la cité perdue. En quittant le monastère devant le panorama ouvert sur la mer et l'île de Sazane, j'apercevais le site d'Apollonie, fondé au 7e siècle avant Jésus-Christ par des colons grecs et dédié à son dieu protecteur, Apollon.
Mais je n'avais pas d'explication pour sa chute brutale et sa disparition au IIIe siècle après Jésus-Christ. La malédiction de la Pythie avait sans doute annoncé un tremblement de terre. Lors de ma première visite à Apollonie, j'avais été fasciné par cette colonne dorique, isolée sur une colline, à près d'1 kilomètre du site de la cité disparue. Qu'était devenu le temple dont elle était l'unique relique? Aucun vestige tout autour, aucune pierre d'importance, rien que des ronces infestées de vipères. Elle laissait pourtant deviner un édifice monumental, de 20 mètres sur 10 au moins, consacré à une divinité de la mer. Telle quelle, cette colonne dominant la vallée qui me séparait d'Apollonie m'apparaissait comme la mystérieuse et formidable gardienne de tout le site. Je pouvais aussi imaginer que cette vallée avait été occupée par la rivière navigable qui reliait la cité à la mer toute proche et en assurait la prospérité. Mais s'il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de rivière non plus, les tremblements de terre ayant reporté son cours bien plus loin. C'était pourtant là que s'étendait autrefois une ville de 60 000 habitants, avec en face de moi une autre colline, le cœur même de la cité disparue. Seul indice d'un reste de vie, le monastère de Pojani, au pied de cette colline, et c'était donc par là qu'il fallait commencer. Isolement, mauvais chemin, pas d'eau ni de vivres. Le monastère et l'église dédiée à Sainte Marie, qui en est le centre, datent du XIIIe siècle. Lorsque j'y parvins, l'endroit me parut désert. Je fus frappé néanmoins par son bon état de conservation et par la présence de vestiges et de pierres plus anciennes incrustées dans les murs. Apollonie avait donc servi là aussi de carrière. Les alentours du monastère et la cour que j'allais bientôt découvrir étaient parsemés d'éléments de colonnes et de chapiteaux qui avaient dû être apportés au cours des siècles. Au fait, le monastère n'était pas abandonné. Un pope y habitait tout au long de l'année avec son fils, un gamin vif et déluré. Ils n'avaient pratiquement jamais rencontré d'étrangers, mais ils me firent très bon accueil. Ils subsistaient tous les deux grâce aux villageois des alentours et aux pèlerinages qui se déroulaient lors des fêtes religieuses. Quant au gamin, il s'instruisait par les livres saints qui n'avaient pas beaucoup contribué à le rendre plus sage. Mais enfin, j'eus le sentiment qu'ils se réjouissaient de ma venue, qui les arrachait à leur solitude et qu'ils seraient de bons compagnons pour moi. Ils étaient prêts de surcroît à m'assurer une hospitalité jusqu'à ce que mes équipements me parviennent. De toute façon, l'endroit me plaisait infiniment. Il n'était pas question que je reparte. Je libérai mon cheval pour écarter toute tentation de m'enfuir. Je ne doutais pas que la cité était ensevelie sous la colline, mais elle ne laissait entrevoir que des amas d'éboulis que la terre n'avait pas encore recouverts. Comment allais-je trouver le plan de la cité, les restes de ces monuments, à partir de ces masses informes de lourds rochers? Bientôt, des travailleurs surgis de nulle part se présentèrent pour être embauchés. On leur avait dit que je cherchais un trésor et ils voulaient avoir une part du butin. J'engageai aussi une veuve à l'air résolu, Tonia, pour faire la cuisine et garder près de moi Ibrahim, un garçon débrouillard. Malgré l'absence de toute commodité, l'endroit était enchanteur et j'installai notre campement sur un terre-plein au flanc de la colline. Donc pendant 10 années, il a couché là-bas dans en campement. Le camping ne lui faisait pas peur et c'est pour ça qu'il a pu pendant des années supporter ces conditions difficiles sur place puisqu'il n'y avait que 3 tentes pour les accueillir. Et on allait chercher de l'eau avec des bonbonnes sur une ânesse et on allait prendre de temps en temps des repas au monastère
tout près. Il a toujours été enthousiaste dans toutes ses entreprises. C'était sa nature et il était dans le fond, il avait une nature sportive. Je vivais dans le dénuement mais sans entrave, avec la seule obligation que je m'étais fixée, découvrir Apollonie. Cependant, le labeur était très dur. Il fallait creuser le sol avec énergie, mais avec une attention méticuleuse, dans une chaleur que l'été rendait infernale. Les travailleurs se comportaient avec une loyauté admirable, mais il était essentiel que je ne leur donne pas l'impression d'hésiter, alors qu'au fond, je n'étais encore à peu près sûr de rien. Il fallait aussi les payer, les nourrir, leur assurer le repos nécessaire. Nous étions une armée en campagne, comme au temps du front d'Orient, et mes soldats étaient d'un courage extraordinaire. Après plusieurs semaines, nous avions entièrement dégagé une des portes de la cité et découvert la muraille au pied de la colline. J'avais aussi commencé à rassembler des pièces de monnaie, des récipients à peu près intacts, des inscriptions gravées dans des pierres, et je commençais à mieux comprendre l'histoire de la cité. Une colonie grecque, donc, protégeant farouchement son indépendance contre les tentatives de conquête des pirates illyriens, jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de demander le protectorat romain pour se défendre, 2 siècles avant Jésus-Christ. Néanmoins, j'avais le sentiment que la terre garderait jalousement ses secrets, jusqu'au jour où le fils du Pope vint me dire qu'il fallait observer un certain renard. J'avais une lunette, je suivis son conseil qui me permit de regarder l'animal. Il se dérobait brusquement au regard en se glissant dans un trou à même le sol. Or, ce trou ouvrait sur un véritable tunnel. Je fis creuser une tranchée pour le mettre à jour. Cette fois, j'avais la clé qui me livrerait Apollonie. C'est alors que nous fîmes la première de nos découvertes sensationnelles. Une statue informe sous la gangue de calcaire qui révéla après un brossage minutieux une effigie masculine de grande taille, parfaitement conservée. On la chargea sur un chariot attelé de bœufs et je la fis placer sur un socle au vu et au sus de tous pour galvaniser les énergies. Nous venions de remporter notre première victoire. Chaque nuit, je rédigeais le rapport de la journée. Cette nuit-là, je tentais de trouver l'identité du patricien qui avait servi de modèle à la statue. Divers recoupements me firent imaginer qu'il s'agissait sans doute d'Octave, l'un des fils adoptifs de César, le futur Auguste. Il avait étudié durant plusieurs mois à Apollonie avant de se lancer à 18 ans à la conquête du pouvoir de Rome après l'assassinat de son protecteur. Durant les semaines qui suivirent, les travailleurs commencèrent à grand-peine à dégager les vestiges d'un portique qui s'étendait sur plus de 70 mètres au pied de la colline. Je discernais déjà la forme du monument, une longue galerie de 2 étages soutenue par des colonnes avec des niches tout au long contenant des statues de grande taille. Je suivais les excavations avec une extrême attention pour éviter que des coups de pioche malencontreux ne brisent ce qui pouvait rester des statues enfouies dans le sol. C'était un travail épuisant, physiquement et nerveusement, et notre outillage était encore bien primitif. Le soir, dans ma tente, je développais les photos que je prenais systématiquement et qui me serviraient à illustrer les dossiers que je soumettrais à Godard pour tenter d'obtenir des subsides bien nécessaires. Je disposais d'un matériel de fortune ouvert à tous les vents, or il n'y eut jamais de vol ni de sabotage. Ceux qui verraient les photos dans des bureaux confortables à Paris mesureraient-ils dans quelles circonstances difficiles ces clichés avaient été pris? Je préférais ne pas trop y penser. À la fin de la première saison de fouilles, nous avions dégagé à peu près tout l'ensemble du portique. Si le 2e étage avait disparu, il restait assez de colonnes et de reliefs divers pour imaginer quel était l'usage du monument. Un lieu de promenade et d'échange, comme dans tout corso méditerranéen quand la température fraîchit. C'était là que se traitaient les affaires, le commerce des achats et des ventes, et puis aussi les échanges de regards.
L'ensemble avait été édifié au IVe siècle avant Jésus-Christ et avait tenu bon jusqu'à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, au moment du déclin brutal de la cité. Il y avait suffisamment d'inscriptions pour le vérifier. Le soir, selon mes habitudes, je continuais à rédiger mes notes et à tenter d'identifier les statues que nous avions retrouvées enfouies dans le sol au pied des niches. Certaines étaient consacrées aux divinités de la mythologie, celles de la mer, celles du commerce, et d'autres à des personnalités puissantes de la vie municipale, des patriciens, leurs épouses, dont on avait voulu préserver la mémoire. Le style était grec, bien sûr, mais certains traits, certaines attitudes rappelaient la Macédoine et l'Illyrie. Lorsque les travailleurs étaient déjà occupés sur un autre chantier, j'aimais parcourir la grande allée du portique, comme on le faisait 2000 ans plus tôt. Rien de tel que de flâner ainsi pour imaginer ce qui me rapprochait des êtres transformés en statues de pierre. Parfois, des enfants de travailleurs venaient pour y jouer. Il n'était même pas nécessaire de leur interdire de toucher à quoi que ce soit. Ils avaient sans doute déjà le respect inné des Albanais pour les traces du passé. Au-delà du portique s'ouvrait la via qui menait à l'acropole et au temple d'Apollon, sur un terrain en hauteur et découvert, où il était aisé de se servir en pierre et matériaux de construction, tandis que les vestiges au bas de la colline avaient été finalement protégés par les glissements de terrain. Le soir, je consignais aussi tous les petits incidents de la journée. Un travailleur chassé pour avoir abusé du raki, les disputes entre Tosa et Ibrahim, les insolences du fils du Pope. Je retournais régulièrement en France et retrouvais notre maison de famille à Farmoutier, près de Paris. Mais durant ces courts séjours, Apollonie ne quittait pas ma pensée. Et je préparais soigneusement les conférences que j'irais faire à l'école des Chartes, à la Sorbonne, à l'Institut. J'illustrais ces causeries avec mes tirages photographiques, des maquettes et des dessins. Je me donnais tout entier à ces exercices. Il était difficile d'intéresser même des experts chevronnés à des campagnes de fouilles dans un pays aussi méconnu que l'Albanie, que certains avaient du mal à situer précisément sur une carte. Je bombardais les parlementaires, les fonctionnaires du Quai d'Orsay, divers journalistes, de lettres soigneusement rédigées, courtoisement pressantes et agrémentées de photos légendées. Or, cette activité était essentielle pour obtenir les maigres subventions dont j'avais cruellement besoin. La mine ennuyée des bureaucrates, les rendez-vous annulés à la dernière minute, les dossiers que l'on glissait sous une pile, les courriers restés sans réponse, ne me rebutaient jamais longtemps. Il me suffisait d'imaginer le chantier à l'abandon là-bas à Apollonie pour repartir aussitôt à l'assaut. Je réglais même de ma poche les frais d'édition d'une revue savante, Albania, fort belle, rédigée et imprimée avec beaucoup de soin et quantité d'illustrations. Elle obtint un véritable succès d'estime. Ces efforts portaient leurs fruits. Le grand magazine d'information L'Illustration me fit ainsi l'honneur de plusieurs articles élogieux. Et la statue que j'attribuais au jeune Octave me valut un afflux de courriers, quelques concours financiers bienvenus. Et puis Justin Godard veillait toujours sur moi. Ministre par intermittence, président de multiples associations d'entraide et de philanthropie, il se démenait sans compter pour me trouver de l'argent
et puisé largement dans son carnet d'adresses. Je n'étais jamais découragé, mais je dois reconnaître que la fidélité et la générosité de cet homme politique exceptionnel concouraient à doper mon enthousiasme lorsque je m'apprêtais à repartir. Je renonçais à regagner l'Albanie en bateau depuis l'Italie et je prenais désormais la route. J'avais obtenu de mes relations chez Panhard Levassor une automobile puissante, spécialement conçue pour moi. Des pneumatiques à toute épreuve, un châssis de camion, des réservoirs d'essence supplémentaires pour traverser des contrées sans station-service. J'emportais aussi de fortes cargaisons, sans oublier le sérum antivénéneux contre les serpents qui m'avait valu une réputation de docteur miracle. J'avais baptisé cet étrange véhicule Miss Albania. La traversée de la Yougoslavie jusqu'à Belgrade se déroulait lentement mais sans encombre. Ensuite, les routes devenaient franchement mauvaises. En Bosnie et au Monténégro, les paysans accueillaient Miss Albania à coups de fouet et je dormais la nuit sur la banquette arrière pour éviter de la retrouver désossée à mon réveil. Un risque était la traversée des rivières sur des ponts branlants, peu adaptés à supporter le poids de Miss Albania. La traversée des frontières était une toute autre aventure. Les douaniers ne voyaient pratiquement jamais passer le moindre touriste. Ils se livraient donc à de longues inspections soupçonneuses. Mais aucun obstacle n'aurait pu me retenir. Je filais sans détour vers mes meilleurs attachements, beauté de marbre, dont je gardais les photographies toujours sur moi. En retrouvant mon campement, j'accordai enfin un repos bien mérité à Miss Albania, que les dernières étapes avaient singulièrement éprouvé. Je décidai de relever la muraille qui entourait la cité et l'avait longtemps protégée des attaques illyriennes et macédoniennes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle lui avait permis de résister aussi au siège de la légendaire reine Teuta, dont quelques pièces de monnaie m'avaient permis d'imaginer vaguement la physionomie. La pointe d'une machine d'Ocoville que j'avais réussi à me faire livrer au prix de toutes sortes de contorsions douanières et logistiques permettait désormais aux travailleurs d'enlever les déblais et de déplacer les pierres moins malaisément. Mais le rempart, relevé à plusieurs reprises durant la période romaine, était de dimension considérable. Sous l'Antiquité, malgré la Pax Romana, le danger pouvait venir du fleuve en contrebas, que les pirates illyriens remontaient depuis la mer. Et même l'empereur Adrien au IIe siècle après Jésus-Christ avait fait encore renforcer sa structure de briques et de rochers, de grès et de calcaire. C'était aussi le paradis des lézards et des tortues, abondantes sur le site. Et malheureusement également des vipères extrêmement venimeuses. Je fus piqué par l'une d'elles, alors que j'avais déjà épuisé ma réserve de sérum. Ibrahim me sauva d'une mort certaine, en m'enduisant le corps tout entier de bouse de vache. Un remède qui n'existait pas dans mon Larousse médical, mais qui se révéla fort efficace. Les dangereux reptiles ayant une fâcheuse tendance à visiter mon campement, je décidai alors de construire une petite maison en dur au sommet de la colline,
pour me protéger de ces invités plutôt mal intentionnés. Je pus ainsi renouer avec mes nuits d'études et de travail, consacrées à reprendre indéfiniment le plan d'Apollonie qui se modifiait sans cesse au gré de mes découvertes, ainsi qu'à relire, dans mon histoire romaine, le récit de la lutte entre César et Pompée, qui s'était déroulée à Apollonie même, la cité ayant hésité longtemps entre les deux adversaires, avec une cautèle dont César triomphant renonça à se venger devant les supplications des patriciens de la cité sur la voie d'un repentir très tarifé. C'est à la même période que j'eus la chance de connaître un jeune archéologue albanais, diplômé de l'université de Vienne en Autriche, qui devint mon plus proche collaborateur, Hasan Seka. C'est lui qui se tient près de moi sur la photo. Léon Rey était très sérieux. Il a construit des relations avec des paysans. Et autrement, père, il y avait aussi des autres personnes, le cuisinier, le chef des ouvriers qui étaient très liés avec lui. Il a créé cette relation de confiance avec mon père. Chaque pierre était liée avec les mémoires de Léon Rey parce que c'est lui qui a découvert la grande partie des monuments. Et mon père, toujours, m'a raconté les émotions qu'il a trouvées des sculptures, des monuments, des inscriptions. C'était toujours un film vivant. La mission archéologique italienne avait obtenu de son côté de pouvoir mener des campagnes de fouilles bien plus au sud, sur le site de Boutrint, en face de Corfou. Sur une presqu'île entourée par une lagune, la cité fut fondée, selon la légende, par des Troyens en fuite. Dans l'Énéide, Virgile raconte qu'Énée l'aurait visité. Sa position stratégique lui assura une très longue histoire, puisque les Vénitiens y installèrent une garnison au XVe siècle, et que Ali Pacha, encore lui, y bâtit un fortin destiné à résister à Napoléon, qui s'était emparé de la côte ionienne. C'est à l'archéologue Luigi Maria Ugolini que l'on doit la découverte de la cité antique, qui connut elle aussi son lot de royaumes éphémères, de sièges par l'inévitable reine illyrienne Théouta, de prise de possession par Philippe de Macédoine jusqu'à l'annexion par César et les Romains, et la poursuite de son essor loin en avant durant l'ère chrétienne. Noyée dans une verdure luxuriante, la cité exhale le fort parfum de poésie romantique qui s'attache aux ruines. Ugolini, fasciste convaincu, y apporta son érudition et un sens bien particulier de la mise en scène triomphale des vestiges. À Boutrint, près de Ugolini, c'était fasciste. On peut dire même dans son action archéologique, il y avait beaucoup de fascisme. Le drapeau italien à Boutrint, le salut fasciste qui est contesté par mon père. Et avec Léon Rey, était tout différent. C'est plus amical. Il y avait, semble-t-il, un voile certain
un écran entre Ugolini et mon père. J'ai pas l'impression qu'ils aient communiqué beaucoup. Je crois qu'ils étaient, tout au moins Ugolini, était extrêmement jaloux de Léon Rey. Et il n'en reste pas moins vrai qu'Ugolini est un grand savant et qu'il avait fait un travail tout à fait remarquable à Boutrinte. Consacré au dieu de la médecine Asclépios, au temps des premiers colons grecs, organisé 1000 ans plus tard autour d'un baptistère, d'une cité épiscopale et d'une basilique chrétienne, la cité offrait à Ugolini un panorama d'histoire romaine, bien propre à intéresser son protecteur Mussolini, à l'époque où il dégageait les forums de Rome. De fait, les fouilles d'Ugolini, menées avec beaucoup d'intelligence et de talent, sous-entendaient un projet politique, prouvaient que l'Albanie appartenait bien à l'utopie totalitaire du Duce et devrait tôt ou tard revenir à l'Italie. Ugolini disposait de fonds illimités et il parvint en 10 ans à découvrir l'ensemble de la cité. Il ne manquait jamais une occasion de se moquer de moi, le pauvre Français aux maigres ressources, avec sa Decauville asthmatique et ses travailleurs albanais indisciplinés. Moi, je reconnaissais en revanche son impétuosité et son talent, et j'admirais la manière dont il avait ressuscité à la fois le passé antique, mais aussi les monuments paléochrétiens. Il s'était d'ailleurs battu lui aussi très courageusement durant la Grande Guerre, quand la France et l'Italie étaient alliées, et ses blessures qui avaient gravement altéré sa santé ne l'empêchaient pas de s'investir totalement dans son chantier avec ses propres travailleurs albanais. Ugolini ambitionnait aussi de redonner vie au théâtre, édifié sous le règne des Antonins au IIIe siècle à l'apogée de l'Empire romain, qu'il avait magnifiquement restauré et où il était désormais possible d'organiser des représentations théâtrales. Il y avait aussi retrouvé certaines statues renversées devant la scène, et notamment celle d'une muse à peu près intacte, qu'il avait baptisée la Grande Herculanaise. Ugolini avait également persuadé ses protecteurs en chemise noire de la nécessité d'établir un musée dans la forteresse vénitienne, sur l'acropole, surplombant un panorama spectaculaire. On y trouvait une admirable collection des statues récupérées sur le site. Des patriciens en toge, des divinités mythologiques, des portraits d'hommes et de femmes à peu près intacts, une merveille d'Antinous, le favori d'Adrien, à la beauté céleste, dont la mort prématurée et mystérieuse bouleversa tellement l'empereur qu'il en fit un dieu. Le musée contenait aussi un extraordinaire Apollon, étrangement ambigu, mi-homme, mi-femme, qu'Ugolini mit longtemps à identifier, tant son ambiguïté était troublante. J'ai pu voir tous ces chefs-d'œuvre de l'art antique après la mort d'Ugolini. En effet, si la lagune protégeait Boutrinte des attaques venues de l'extérieur, elle était aussi dangereusement infestée de moustiques, vecteurs des germes de la malaria, qui emporta Ugolini en 1936, alors qu'il avait seulement 41 ans. Ses successeurs n'usèrent pas des mêmes procédés à mon égard, et nous pûmes enfin nouer des relations amicales et fructueuses, trop tard hélas. J'ai toujours regretté que nous nous soyons manqués, Ugolini et moi. Malgré toute l'estime que m'inspirait son talent, nous ne poursuivions pas les mêmes buts. Mon projet était culturel au service de l'Albanie, tandis que le sien était guerrier, avec l'ambition à peine dissimulée de la conquérir.
C'est ainsi que j'ai publié le premier guide touristique de l'Albanie. J'y ai mis beaucoup d'enthousiasme. Les hôtels que je recommandais n'étaient pas toujours aussi bien tenus que dans le guide. Et les itinéraires auraient gagné à préciser qu'il n'y avait plus de pistes caillouteuses que de bonnes routes. Mais enfin, il fallait favoriser les trajets automobiles plutôt que les parcours en fiacre d'opérette. Or, Miss Italia me conduisait régulièrement à Berat, le siège de la préfecture. Pour les emplettes courantes, je laissais Ibrahim aller à cheval à Fieri, à 2 heures d'Apollonie. Mais Berat était un centre plus important, avec des épiceries où l'on pouvait trouver autre chose que les sempiternelles boîtes de macaroni, des cafés avec une jeunesse vêtue à l'occidentale, et aussi des maisons plus discrètes où je soupçonnais Ibrahim de claquer sa paye avec de jeunes personnes peu farouches. À chaque fois, je rendais visite au B, le notable le plus influent, qui habitait dans la haute ville. Il avait été menacé par des troubles fomentés par des mécontents que l'on disait manipulés par les Italiens. Et la répression avait été sévère. Je m'étais d'ailleurs porté garant avec succès d'un infortuné médecin roumain qui, à force de soigner tout le monde, avait bien failli finir au bout d'une corde. Tout était calme désormais. Et je goûtais une fois de plus le charme d'une demeure albanaise traditionnelle. J'y attendais mon audience en sentant la présence invisible des femmes qui m'observaient depuis des recoins obscurs. Bien que fort redouté, le bey lui-même était un petit homme malingre et cérémonieux qui avait visité la Côte d'Azur dans sa jeunesse et m'en parlait avec effusion. Il protégeait de loin mon activité à Apollonie et il était tout à fait au fait de mes découvertes qui flattaient son patriotisme. Cependant, la visite la plus fructueuse fut celle que j'effectuais à Tirana pour retrouver une vieille connaissance, Ahmed Zogu, devenu Zog Ier, roi des Albanais. La capitale avait changé et monarchie oblige, Zog résidait désormais dans un palais, bien gardé par crainte des attentats, péché mignon si l'on peut dire de la politique en Albanie. Un palais, à vrai dire, encore plutôt modeste. Il m'attendait sans souci du protocole et m'accueillit avec une grande courtoisie comme un ami de longue date. Je désirais ouvrir un musée pour y présenter mes plus belles découvertes et je sollicitais son patronage. Il me fut aussitôt accordé. À la fin de l'entretien, il me promit de venir visiter le site. Je n'ai jamais eu à me plaindre de lui, bien au contraire. Roi Zog, pour vrai dire, c'était une personne qui a tenté de créer un entourage intellectuel. Ce n'est pas un grand intellectuel, Zog, même sa éducation était très limitée, mais avait un respect pour les intellectuels, qui est peut-être c'est unique dans l'histoire, dans notre histoire, parce que notre tradition, c'est une relation fragmentaire et clientéliste qui est créée entre les intellectuels et les guides politiques de l'Albanie. Fort de ces appuis, je me lançai dans une entreprise d'envergure, faire creuser à même la colline pour en extirper le théâtre. Il fallait procéder lentement et soigneusement pour retrouver les gradins sans les déplacer. Construit à l'époque romaine, il avait bénéficié des largesses de l'un des patriciens, comme l'attestaient diverses inscriptions. Et chose rare, il avait été protégé des intempéries par un toit en bois, dont nous ne retrouvâmes aucune trace. Enfin, tel qu'il était, il pouvait contenir au moins 400 spectateurs et on y donnait toutes sortes de spectacles. J'en dressais des croquis précis pour la revue Albania. Seule ombre au tableau, pour l'inauguration au milieu du IIe siècle, 40 gladiateurs s'y étaient entr'égorgés
pour le macabre ravissement du public, oubliant pour une fois qu'il était surtout constitué de Grecs d'origine hostiles aux jeux sanglants. La simplicité de son architecture contrastait avec le luxe de ses murs et ses gradins en marbre. Une fois encore, je restais songeur devant la profusion de ce matériau lourd, fragile et précieux, que l'on devait faire venir de loin et au prix de grandes expéditions et d'autant de dépenses. Mes efforts pour faire connaître Apollonie étaient enfin couronnés de succès et le site attirait toutes sortes de visiteurs, plus ou moins bien informés. Ainsi de l'ambassadeur des États-Unis qui ne cessait pas de me demander combien ça coûte devant chaque vestige, ou du chargé d'affaires français que je n'ai pas réussi à convaincre de financer un film sur la renaissance de la cité. En revanche, Valérie Larbaud, qui visitait l'Albanie avec sa femme et mon guide à la main, n'a pu tenir la promesse de venir me voir. Il s'en est amplement racheté en me consacrant 2 pages très élogieuses dans son journal. Et puis il eut Lucette, une jeune aventurière échouée en Albanie et qui se prit d'une passion étrange pour Apollonie. Elle y fit battre des cœurs un peu frustres et se crut inspirée par les dieux en leur dédiant des danses lascives qu'elle exécutait nue au milieu des colonnes. J'ai su qu'elle connut une fin tragique à son retour en France. Les dieux l'avaient décidément abandonnée. D'autres visiteuses, au destin moins tragique, séjournèrent aussi dans ma cambuse. Une millionnaire américaine qui parcourait l'Albanie au volant d'une limousine, une comtesse très élégante qui écrivit un bel article dans l'Illustration, les passagers d'une croisière nous demandant si nos recherches avaient réveillé des fantômes se lamentant parmi les ruines. Le cœur même de la cité était toujours une friche indistincte, mais Hassan Seka et moi-même, nous étions persuadés d'y découvrir les vestiges du parlement de la cité. Apollonie ayant gardé son autonomie sous l'Empire romain, il était naturel qu'elle disposât d'un parlement où l'assemblée des notables put se réunir. Il fut ainsi édifié sous le règne de Marc Aurèle. Je savais que le Parlement, une fois découvert et relevé, deviendrait l'emblème de la renaissance d'Apollonie. Mais je n'ai pas eu le temps de voir le splendide bâtiment remonter. Je n'ai pu que le dessiner et l'imaginer, tel que les générations futures pourraient l'admirer. Ces images sont donc celles de mon rêve, hélas inachevé, mais elles lui sont parfaitement fidèles. Tout est conforme à ce que j'avais exactement représenté dans mes carnets. Les chapiteaux corinthiens finement ciselés, l'élégance de la colonnade, le fronton et l'architrave, l'abside au fond du bâtiment où siégeaient les agonotètes, c'est-à-dire les magistrats chargés des fêtes et des événements sportifs. Depuis l'un des côtés, on peut apercevoir la mer. Et j'avais insisté pour que l'on ne coupe pas les arbres tout autour. C'est une merveille à découvrir dans son écrin de verdure, avant d'y pénétrer et d'être saisi par sa noblesse. J'immortalisais cette découverte en photographiant mes équipes sur le rempart. Je ne savais pas encore que la folie des hommes ne me laisserait pas le loisir de poursuivre mon œuvre, et que ce serait Hassan qui parviendrait plus tard à la protéger et à la faire vivre. J'avais obtenu de pouvoir installer le musée à Vlora, près de la mer, comme je l'avais souhaité, et dans la maison même d'Ismaël Kemal, le père de l'indépendance de l'Albanie proclamée en 1912. J'avais conçu le parcours que devaient emprunter les visiteurs en suivant une citation de Thucydide, et j'avais engagé un gardien pétrifié par l'honneur de protéger nos trésors.
les statues, les vases, les bijoux et tout ce que j'avais découvert dans les tombes situées dans la vallée en contrebas et que j'avais fouillé malgré le remords de profaner le repos des défunts. Hélas, le musée a été bombardé par les Italiens qui l'ont pillé au cours de leur invasion, en emportant la statue d'Octave et bien d'autres trésors. Mais je n'étais plus là pour assister à cette barbarie. Je sais seulement qu'Hasan Seka a pu sauver plusieurs œuvres et envisager de les rassembler dans un nouveau musée, dans le monastère même, où l'on retrouverait les merveilleux plissés, les têtes sculptées et l'émouvante et faible androgyne que j'avais découvert. En tout cas, l'inauguration fut une belle fête, le jour même de l'anniversaire du roi, avec toutes les notabilités albanaises du gouvernement et la communauté française rassemblée autour de moi. Elle a toujours été influente en Albanie, depuis l'occupation de Korça par l'armée d'Orient et la fondation d'un lycée français qui a formé plusieurs générations d'intellectuels, dont hélas celui qui deviendrait le paranoïaque dictateur Enver Hoxha. Lorsque les fascistes eurent accompli leurs gestes criminels et m'interdirent de revenir en Albanie, j'ai échangé de longues lettres avec Hasan Seka, qui tentait de me rassurer, mais je sentais bien que des pertes irréparables avaient été commises. L'année 1938 commença bien pourtant. Nous étions dans l'œil du cyclone et nous ne le savions pas. Mes illusions furent confortées par le mariage du roi avec la délicieuse comtesse hongroise Géraldine Apponyi. Elle allait devenir la marraine de ma fille et ne m'oublia jamais durant nos années d'exil. Les siennes loin de Tirana, le mien loin d'Apollonie. Puis ce fut la cynique invasion fasciste et la mise sous tutelle de l'archéologie par les nervis de Mussolini, m'interdisant de revenir. Et ensuite la poursuite de la descente aux enfers, avec l'arrivée au pouvoir des communistes et d'Enver Hoxha. Je tentais un retour, mais je fus expulsé dès mon arrivée à Tirana. Le pilote de l'avion me permit de survoler quand même Apollonie. J'aperçus le portique, le théâtre, la colline qui disparurent bientôt à l'horizon. À l'ombre des drapeaux rouges, je n'étais plus qu'un débris de l'ancien monde à balayer tout de suite. Pourtant, j'avais fait une ultime promenade sur le site avant la catastrophe, un soir où j'étais seul, en proie à des pressentiments obscurs. Je préparais un nouveau numéro de la revue Albania dont j'emporterais les épreuves à Paris. Tout était si calme, si beau, si paisible. Mes pas foulaient en silence la grande allée du portique. Je n'entendais que le vent d'automne qui faisait bruisser doucement les chênes et les oliviers. Je pensais à tout ce qu'il me resterait à entreprendre pour les saisons prochaines. Je sentais la présence des premiers colons grecs, des princesses illyriennes captives qu'ils avaient prises pour épouses, des légionnaires romains de César, des patriciens du siècle des Antonins. J'entendais le langage heurté des travailleurs albanais, les rires d'Ibrahim, les avis si discrets d'Hasan Seka, les encouragements de Justin Godard. Mais non, il n'y avait personne d'autre que moi. Il ne s'agissait que d'un rêve éveillé, dont je devinais vaguement qu'il me poursuivrait jusqu'à ma mort. On me dit parfois, vous verrez, ils regretteront leur erreur, et un jour viendra où ils reconnaîtront tout ce qu'ils vous doivent. Votre épouse et vos enfants seront entourés d'égards en votre honneur. Ils visiteront le site. Une rue de Vlora portera votre nom et Hasan Seka sera présent
partageant cet hommage, puisqu'il est parvenu à reprendre les fouilles et à poursuivre votre œuvre. Ils ont toujours en mémoire ce qu'a fait Léon Rey, qui était vraiment le précurseur, l'aventurier, sur ce site tout à fait extraordinaire de cette ville d'Apollonie. Pour Léon Rey, je pense que reste sa mémoire, reste on peut dire, ce profil un peu gigantesque des premiers archéologues qui ont créé l'archéologie albanaise, qui sont, dans leur direction, sont encore des modèles qui servent à notre jeunesse. Le souhait de Nerita Nseka, fils de Hassan, ambassadeur et ministre de la démocratie retrouvée, lui-même archéologue dont les ouvrages font autorité, s'est finalement réalisé. Là où je suis maintenant, loin du monde des vivants, me parvient la rumeur des archéologues français et albanais qui continuent à rechercher d'autres vestiges d'Apollonie. Le site renferme encore tant de nombreux trésors à découvrir.